Cette conférence de presse du rapport du vérificateur général du Québec, je cède la parole à M. Alain Fortin qui va nous dresser les grandes lignes de son rapport. Ce sera suivi d'une conférence de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats de nos plus récents travaux. Pour l'occasion, je suis accompagné de Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, Mme Christine Roy, sous-vérificatrice générale, M. Martin Saint-Louis, vérificateur général adjoint par intérim. Le rapport de ce matin présente les résultats de 4 audits de performance que mes équipes ont réalisés sur différents sujets, soit les suivants. Premièrement, l'accès aux services médicaux spécialisés. Deuxièmement, les dépenses par carte de crédit. Troisièmement, les étudiants étrangers au collégial et à l'université. Et enfin, l'analyse et la prise en compte des principaux enjeux de soutenabilité des finances publiques. Tout d'abord, l'accès aux services médicaux spécialisés est difficile pour les patients inscrits sur les listes d'attente des centres de répartition des demandes de services, les CRDS. Non seulement cet accès est difficile, mais le déploiement des mesures pour remédier à la situation est peu avancé. Nous avons constaté que le ministère de la Santé et des Services sociaux effectue le suivi des premières consultations en médecine spécialisée en se basant uniquement sur celles qui font suite aux demandes ayant transité par les CRDS, soit environ 20 de l'ensemble des premières consultations réalisées. En ce qui concerne les patients qui sont plutôt inscrits sur une liste d'attente des établissements de santé et des services sociaux, nous avons observé que dans le cas des établissements audités, il y a également des difficultés d'accès à une première consultation en médecine spécialisée et que la gestion de leur liste d'attente ne favorise pas un suivi rigoureux des demandes de consultation. De plus, l'information dont dispose le ministère est insuffisante, ce qui ne lui permet pas de répartir équitablement les médecins spécialistes entre les régions du Québec. Autre fait marquant, les établissements audités ne fixent pas d'attente à l'égard de la disponibilité de médecins spécialistes qui occupent un poste et ne détiennent pas cette information pour en faire un suivi. À propos des dépenses par carte de crédit, je rappelle que le ministère des Finances est responsable du programme Cartes Affaires auquel participent 153 ministères et organismes. Au cours de la précédente année, donc en 24-25, des achats totalisant près de 100 millions de dollars ont été réalisés au moyen de cartes de crédit affaires. Au sein des entités que nous avons auditées dans le cadre de ce rapport, des contrôles des cartes sont inadéquats. Nous avons notamment observé que certaines entités sous-utilisent les limites financières et le blocage de catégories de commerçants. Pour d'autres entités, les délais d'annulation des cartes à la suite du départ ou de l'absence prolongée d'un employé sont longs. La surveillance pour s'assurer de l'efficacité des contrôles en place représente aussi un enjeu, puisque cette surveillance est insuffisante dans 4 des 5 entités auditées. Finalement, l'absence de motifs documentés empêche d'évaluer la pertinence de plusieurs achats et certaines transactions ne sont pas conformes aux règles en vigueur. En ce qui concerne les étudiants étrangers au collégial et à l'université, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et le ministère de l'Enseignement supérieur ont mis en œuvre plusieurs mesures pour accroître le nombre d'étudiants étrangers dans un court laps de temps. Mais ils n'ont pas adéquatement évalué les effets de ces mesures. Par la suite, ils ont recommandé des quotas par établissement sans suffisamment prendre en compte certains facteurs. Par exemple, l'exercice reposait sur des données qui présentaient des problèmes de qualité. Par ailleurs, les processus du MIFI engendrent des inefficiences lors de la sélection des étudiants étrangers. Finalement, le suivi du parcours des étudiants étrangers est insuffisant et ne permet donc pas de savoir ce qu'il advient d'eux une fois que le certificat d'acceptation du Québec leur a été délivré. Au sujet de l'analyse et de la prise en compte des principaux enjeux de soutenabilité des finances publiques par le ministère des Finances et le secrétariat du Conseil du Trésor, nous avons constaté que les mesures à prendre pour réaliser plus de la moitié des économies envisagées dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire de mars 2025 ne sont pas déterminées. Entre autres termes, ce plan est incomplet. Les enjeux observés pourraient notamment compromettre l'atteinte de l'équilibre budgétaire dans les délais prévus ou le maintien du niveau des services à la population.
De plus, les prévisions du ministère des Finances sont insuffisantes pour évaluer les enjeux à long terme et elles comportent des lacunes, notamment en termes de fiabilité. Ainsi, le ministère ne réalise pas d'analyse de soutenabilité portant sur la capacité du gouvernement d'assurer le financement à long terme du niveau actuel des services à la population. De son côté, le Plan québécois des infrastructures ne présente pas les sommes nécessaires à l'égard des projets inscrits et du maintien des actifs. Les investissements prévus pour la période couverte par ce plan sont aussi sous-évalués. Pour terminer, les coûts de reconduction relatifs au financement des activités du réseau de la santé et des services sociaux ne considèrent pas l'ensemble des coûts associés au vieillissement de la population. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions sur ce rapport. Petit élément technique, en raison de la qualité de mon anglais, ça va être Mme Roy qui va répondre aux questions en anglais, mais je vais répondre à l'ensemble de vos questions en français. Merci beaucoup, M. Fortin. Oui, Véronique Prince, Radio-Canada. Sur le plan de retour à l'équilibre budgétaire, quand vous dites que ça manque de précision au niveau des prévisions et tout ça, est-ce que c'est pas un peu normal dans un contexte où, par exemple, on a une administration américaine qui est très imprévisible, on est dans un contexte géopolitique qui est un peu imprévisible, ce qui fait en sorte que ça peut compliquer la tâche et donner une des raisons pour lesquelles c'est pas suffisamment précis. On a des paramètres qu'on ne contrôle pas, là. Dans mon rapport, je ne dis point que ces éléments, c'est facile à faire, mais pour justement les atteindre davantage, c'est très important de bien préciser les actions qui sont à faire. Et là, dans ce qui est déterminé, parce qu'il faut arriver à un équilibre en 29-30, il y en a pour 8,5 milliards. Il y a un écart à absorber, puis un autre élément, on n'a pas précisé les actions. On a déterminé les efforts, mais on n'a pas déterminé les actions. Puis de plus, même dans les actions qui ont été déterminées, à savoir pour les diminutions des dépenses, il y en a que c'est marqué réduction, mettons, des dépenses dans le secteur de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, mais réduction des dépenses, puis là, on ne sait pas l'action précise qui va être prise. Donc, pour moi, c'est important, pour nous, c'est important, pour justement favoriser l'atteinte de cet équilibre-là. Puis, concernant aussi les cartes de crédit, là, je ne l'ai pas remarqué nécessairement dans le rapport, là, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas vu, là. Vous devez avoir constaté des frais d'intérêt quand même assez importants. On a constaté, c'est là, ma collègue pour me le dire, mais en tout cas, 2 ou 3 entités qu'on a constaté des frais d'intérêt qu'il y a eu. Parce qu'on a vérifié, nous, on a été concrètement dans 5 entités. Investissement Québec, un CIUS, un centre de services scolaires, puis 2 ministères, dont le ministère des Transports, puis l'autre, c'est en tout cas un autre ministère. Donc, on a été dans 5 entités et il y en a 2 ou 3 pour lesquelles ça a totalisé 20 000 les frais d'intérêt. Ce qu'on a constaté aussi, mais on ne dit pas que c'est le moyen qui doit être utilisé, mais ceux qui ne payent pas de frais d'intérêt, ils ont des paiements préautorisés. Mais en tout cas, quel que soit le moyen, au bout de la ligne, même si on a constaté juste 20 000 c'est quand même 20 000 qui auraient pu être par des mécanismes de contrôle plus adéquats. Merci. Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour, M. Fortin. Sur le retour à l'équilibre budgétaire, est-ce à dire que vous vous inquiétez pour les services à la population? Bien, autant pour le service à la population ou encore pour l'atteinte de ce retour à l'équilibre budgétaire en 2029-30, pour moi, ça aurait été important pour qu'il soit complet, qu'on précise davantage. Et là, ce qu'on a constaté qu'il y en a, parce que pour atteindre le retour en 29-30, il faut qu'il y ait des efforts à la hauteur de 14,5 milliards. Et là, là-dessus, il y en a 8,5 pour lesquels on n'a pas identifié les actions. Puis comme je vous disais, il y en a d'autres on les a identifiés, mais prenons un exemple aussi facile que je peux utiliser. C'était à l'époque, quand nous avons publié, parce qu'on avait, on disait qu'il y avait d'autres qu'on avait une certaine inquiétude, c'était les gains capitaux. C'était l'imposition sur les gains capitaux qui a été abolie là, 2 jours. Alors, nous, à l'époque, on avait tout finalisé. Là, fait qu'on n'était qu'un élément de risque. Alors là, s'il y avait pour 2029-2030, ça devait engendrer des revenus, mais au bout de la ligne, en tout cas, aider pour l'atteindre de 681 millions. Alors là, puisque ça n'existe plus, il va falloir qu'ils identifient de nouvelles actions si on veut toujours atteindre l'équilibre budgétaire en 29-30.
Sur l'accès aux médecins spécialistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Surpris, je dirais, c'est sûr que j'aurais plus préoccupé, parce que ce qu'on a constaté, c'est que premièrement, pour résumer ce rapport-là, pour moi, le ministère devrait avoir un portrait global de l'ensemble de la situation. Mais là, c'est juste pour les demandes au niveau de ceux qui passent par le CRDS. Il ne sait pas qu'est-ce que les demandes qui passent par les cabinets et il ne sait pas non plus au niveau de ceux qui passent par des établissements. Pour moi, c'est comme le principe de l'offre et la demande. D'ailleurs, on le traite un peu comme ça. Tu dois savoir la demande, puis tu dois savoir l'offre. Et là, pour l'offre aussi, il y a peu d'informations pour qu'est-ce qu'elle offre dans les établissements. Puis pour ce qui est de qu'est-ce qui se passe dans les cabinets, il n'y a rien. Fait que pour moi, pour une bonne gestion, justement, pour s'assurer de répartir puis de regarder, voir qu'est-ce qui se passe, bien, il faudrait qu'il y ait un portrait. Et juste pour finir, pour celui-là, parce que vous m'avez parlé des spécialistes, bien, on peut occuper aussi, quand on a regardé autant ceux qui sont traités dans le CRDS, bien, il y a des enjeux importants pour que ces gens-là soient rencontrés d'un délai, parce que sinon, la santé, le risque de complications au niveau de leur santé s'accentue. Mais aussi, on a été dans un établissement. On n'a pas fait juste dire que le ministère n'a pas l'information des établissements. On y a été dans 2 établissements et il y en a également dans les établissements des enjeux là, pour l'accès à une première demande. C'est important de comprendre ici, c'est les premières demandes, c'est pas pour l'opération. C'est que j'ai été référé par un omni ou en urgence, puis là, je dois rencontrer un spécialiste, que là, après ça, bien là, il y aura le processus qui s'enclenchera. Là, mais... J'ai juste une petite précision sur les médecins, c'est-à-dire pour le patient, il semble avoir plusieurs listes d'attente. Est-ce qu'un patient est plus avantagé s'il est sur une liste plutôt que l'autre? Bon. Je n'ai pas la prétention que je peux extrapoler, mais nous, on a regardé dans 2 établissements. Et là, dans un, effectivement, ça allait un peu plus vite pour ceux qui étaient dans le CRDS, mais dans l'autre, ça allait un peu plus vite si on passait par l'établissement. Ça fait que... puis en plus, j'en ai fait rien que 2, mais c'est variable. C'est pour ça que, selon moi, je reviens à ce que je mentionnais, ça serait important que, justement, le ministère ou le Santé Québec, maintenant, là, qui a ces responsabilités-là, ait le portrait de la balle pour, justement, dire « Oh, bien là, dans telle région, ça va plus vite pour telle affaire, comment ça? » Puis essayer d'analyser, puis trouver les moyens pour, justement, améliorer la situation. Puis, juste pour finir aussi, on mentionne aussi qu'il y avait des moyens là, pour améliorer. Il y avait ce que j'appelle, moi, projet pilote, là, que ce soit rencontrer un autre spécialiste, un autre professionnel de la santé, ou encore, il y avait des formulaires pour être sûr que l'omnipraticien, quand il rencontre le patient, c'est vraiment la bonne décision de le référer. Mais ça tarde beaucoup. Là, ça pourrait améliorer la situation, mais ça tarde. Patrick Belrose, le Journal de Montréal. Bonjour, sur le même sujet. Juste pour bien comprendre, vous dites dans le fond que l'absence d'un système unique crée des délais, parce qu'il y a des gens qui passent plus rapidement que d'autres selon le CRDS ou selon l'établissement. Donc, est-ce que cette absence de délai, le système unique crée des délais à un niveau global? Et si je comprends bien, vous dites que Santé Québec n'a toujours pas créé non plus ce système unique-là pour les rendez-vous. Bien, moi, je ne dis pas que ça prend un système unique pour l'ensemble des demandes. Tout ce que je mentionne, ce que nous mentionnons, c'est qu'il doit y avoir au moins le portrait de l'ensemble. Parce que présentement, c'est vrai qu'il y a plusieurs listes. Là. Ça, on le mentionne là, dans le rapport, à savoir qu'il y a un CRDS. Chaque établissement a sa centrale, puis aussi il y a dans des cabinets. Si le gouvernement décide de faire une liste unique ou passer partout dans la même chose, mais au moins, moi, ce qui est important, pour nous, ce qui est important, c'est que ça soit un portrait global, que lui l'ait, pour justement là, interagir. Y a-tu dans des centres hospitaliers que c'est plus compliqué, un petit peu moins compliqué, tout, pourquoi? Parce que c'est ça qu'on voudrait, parce que justement, comme dans tout élément, pour moi, là, c'est d'avoir le portrait global, là, pour avoir une vue d'ensemble. Je ne veux pas mélanger les rapports, mais il y a une certaine... dans les étudiants étrangers aussi, on ne sait pas ce qui se passe avec eux autres. Oui, ils obtiennent le certificat, mais après ça, est-ce qu'ils s'inscrivent vraiment? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans son programme? Est-ce qu'ils restent au Canada? Est-ce qu'ils restent au Québec? Il ne l'a pas non plus. Et là, dans les finances, bien, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'éléments, là, des analyses de soutenabilité qu'on dit qu'il devrait avoir. C'est tout ça Je comprends que ce n'est pas une recommandation, mais juste
pour poser la question différemment, est-ce que vous avez constaté dans votre dit que cet enchevêtrement-là de systèmes crée des délais supplémentaires? Non, ça, on n'a pas constaté que le fait qu'il y ait plusieurs listes, ça crée des délais supplémentaires. Ce qu'on a constaté, c'est que autant dans celle du CRDS que celle dans les listes de nos deux établissements audités, il y a des enjeux importants pour l'accessibilité, une première demande d'un spécialiste. Une autre petite question, si vous me permettez. Sur les cartes de crédit, comment vous expliquez l'espèce de relâchement dans le suivi des cartes de crédit sur les paiements, les intérêts? Et est-ce que c'est un problème important? Étant donné qu'on a trouvé 20 000 pour principalement 2 ministères, est-ce que pour vous, c'est signe qu'il y aura un problème important à plus grande échelle? Caroline, tu pourrais m'aider? On a fait une certaine extraction pour d'autres entités. Je vais te laisser vous répondre, là, parce qu'on l'a fait, là, oui, on l'a fait, mais à partir de données qu'on était à avoir pour un certain nombre d'entités, on l'a fait le calcul, combien, mais fait que je te laisse aller pour le... Oui, bien, dans le fond, en plus des 2 ministères qu'on a audités, on a eu accès aux données des 59 autres ministères et organismes. OK. On a eu accès aux données des 59 autres ministères et organismes budgétaires. Donc, pour eux, on a pu constater qu'il y avait 9 ministères qui n'utilisaient justement pas le débit préautorisé, qui avaient payé là, en 2022 et 2025 à peu près 32 000 d'intérêt. Et on n'a pas considéré les entités là, qui avaient payé moins de 1 000 dans cette période-là là, pour s'assurer que ce n'était pas des fois... il peut y avoir eu un petit problème technique, c'est ça. Donc, on a pris ceux qui avaient plus que 1 000 d'intérêt. On arrive à 32 000 payés par les autres ministères et organismes. Et là, on n'avait pas accès aux données pour ce qu'on appelle les autres organismes. Il y a 92 autres organismes qui font affaire avec le programme pour lesquels on n'avait pas accès aux données. Mais ça représente quand même l'équivalent de 50 000 là, si on prend l'ensemble des organismes budgétaires. Dans le fond, c'est la page 129 au paragraphe 48. C'est sûr que globalement, ce n'est pas des millions. On ne parle pas de millions. Mais de l'autre côté, ce serait un contrôle simple pour justement là, faire en sorte que cet égard-là soit mieux contrôlé. Philippe Rodrigue-Comeau, Cogeco. Bonjour. Est-ce que vous pouvez élaborer sur, au niveau des finances publiques, là, sur les réductions de services à la population, les mesures, puis le fait que le gouvernement ne fait pas assez d'analyse, ou en tout cas pas les outils nécessairement pour prévoir à long terme comment financer sans diminuer les services à la population en santé? C'est pas votre dernière partie, là, mais je ne vous oublierai pas pour la première partie. Si je l'oublie, je me ramènerai à votre question. Mais dans le fond, il y a un constat, c'est nous autres, ce qu'on a constaté d'ailleurs dans d'autres juridictions, il y a des analyses sur 30 ans qui regardent justement en gardant le même service, en faisant des hypothèses, oui, sur la situation économique. Je comprends que ce n'est pas si simple que ça, mais c'est possible, ça se fait ailleurs, là, pour regarder, voir qu'est-ce qui se passe avec l'état de la situation financière du gouvernement. Et là, à partir de là, on peut voir, il faut tenir compte du vieillissement de la population, il faut tenir compte de l'accroissement. Oui, il faut tenir compte de différents éléments, les changements climatiques, tout ça. Puis ça se fait là, ailleurs. Là. Puis ça permet d'avoir justement ce que j'appelle, moi, de voir s'il y a un précipice qui arrive ou s'il y a une embellie ensoleillée important, bien, ça se permet justement de mieux prévoir. S'il y a un précipice, bien là, tu peux déjà commencer à prendre des mesures ou commencer à agir justement pour que le précipice soit moins important ou qu'il n'y en ait pas. En tout cas, pour nous, c'est vraiment important, puis ça se fait dans d'autres ailleurs. Là. Fait que ça, c'est votre volet de votre dernière partie. Le gouvernement ne le fait pas actuellement. Tu sais, je lisais qu'il y a des mises à jour qui n'ont pas été faites sur le vieillissement, qui datent de 2015. C'est ça, c'est que le gouvernement pourrait aller plus loin. Vraiment, là, des analyses de soutenabilité sur 30 ans, il n'y en a pas au gouvernement du Québec. Là. Ça, de telles analyses, ça n'existe pas. Fait que ça, c'est le volet là, qui est dans notre constat 2, je crois. Que je pense que vous faisiez référence. Pour l'autre, quand on regarde le plan d'équilibre budgétaire, bien, ce qu'on dit en lien avec les services, c'est que puisqu'il n'y a pas de mesure, là, il n'y a pas de mesure identifiée, là, il y a des efforts identifiés, bien là, il y a deux volets. Puisqu'il n'y a pas de mesure, bien, oups, il peut y avoir là, un risque qu'on doit couper dans les services puisqu'on n'a pas déjà identifié. Bon, il y en a d'autres aussi qu'on a identifiés, puis là, c'est justement, là... on a identifié au tableau 2 certaines réductions peut-être possibles. C'est que on a identifié qu'il fallait avoir des réductions dans le secteur du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ça, ces réductions, c'est pas encore précis. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque de coupure? C'est pas assez précis, on dirait que c'est juste un risque. Fait que là,
Et aussi, il y en a deux, là, comme exemple, diminution de l'ouverture du nombre de classes de maternelle là, qui a été, là, ça c'est dans notre tableau 2. Bien là, nécessairement, si on diminue les ouvertures, bien, c'est un service qu'on voulait offrir, que là, il va être, il ne sera plus, en tout cas, il va être offert encore, mais de façon plus limitée. Et toujours sur les finances publiques, concernant le PQI, est-ce que ça aussi, ça vous surprend? Si je comprends bien, il y a un manque de 75 milliards. Bien, nous autres, ce qu'on dit, c'est que justement, dans le PQI, là, on ne dit pas qu'il faut tout faire, ces projets-là, mais c'est d'avoir toute l'information. Alors, les projets qui sont inscrits, ce qu'on se serait attendu, nous, ça serait que tous les montants soient justement inscrits pour qu'après ça, il y ait les meilleures décisions possibles qui soient prises, à savoir au niveau de la priorisation, avoir le portrait global. Alors, toujours, je reviens souvent là, sur le portrait global, avoir le... il y avait des projets... Quand on regardait là, les projets qui étaient inscrits, bien, il y en avait un bon nombre, soit qu'il n'y avait aucun montant d'inscrits ou que la totalité des montants n'étaient pas inscrits. Puis là, le 75 milliards, ça vient de ceux-là. C'est des projets inscrits versus les montants qui sont provisionnés pour réaliser ces projets-là. Il y avait 75 milliards de dollars. Là. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en avaient? J'ai quelques questions, je vais vous les poser. Vous pouvez continuer de regarder la caméra quand vous allez répondre. Juste pour revenir sur les services, là, donc, quand vous regardez le plan de retour à l'équilibre budgétaire en ce moment, est-ce que le retour à l'équilibre budgétaire en 2030 vous apparaît réaliste sans toucher aux services à la population? On n'a pas commenté à savoir si c'était réaliste ou pas réaliste. Nous, ce qu'on commande, c'est que actuellement, il est incomplet le plan de retour à l'équilibre budgétaire parce que justement, oui, on a identifié les efforts. Ça, les efforts sont identifiés, c'est 14,5 milliards de dollars qui doivent avoir d'efforts là, d'ici 2029-30. Là, ça doit être ça. En 2029-30, les efforts sont à 14,5. Mais l'ensemble des mesures ne sont pas identifiées. Alors, ce qu'on dit par après, c'est qu'il y a un risque possible soit de ne pas atteindre le retour à l'équilibre budgétaire ou que les services soient affectés. Là. C'est ça le risque qu'on mentionne en lien avec ça. La responsabilité ou la part de la pandémie sur les déficits des dernières années, est-ce que ça peut expliquer en partie les déficits ou la situation actuelle des finances publiques où on commence à utiliser, où la pandémie commence pas mal à avoir le dos large? Ce qu'on mentionne, c'est que justement, on a un tableau donné qu'on montrait justement avant la période de la pandémie, on était en surplus. On était en surplus sur les revenus versus les dépenses, on était en surplus. Bon, il y a eu la pandémie qui a été, on va dire, perturbée, pas juste notre économie, mais tout le monde. Puis effectivement, après la pandémie, ce qu'on constate, c'est que là, on est en un déficit qui revient d'année en année. Fait que là, alors, pour revenir à un retour à l'équilibre budgétaire. Puis là, bien, durant cette période-là de pandémie et même après, oui, il y a eu de l'inflation importante, mais pour un retour, il y a des actions qui doivent être menées pour justement arriver à un retour à l'équilibre budgétaire. Mais est-ce que la pandémie est en grande partie responsable de ces déficits-là qui sont accumulés depuis? Je ne peux pas vous quantifier quelle est mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que la pandémie, oui, durant cette période-là, il y a eu une perturbation, là, dans le sens que il y a eu une grosse période d'inflation, ça a perturbé, mais la pandémie est terminée. Oui, il y a eu des mesures, mais ces mesures-là, il y en a un bon nombre qui étaient dues à la pandémie qui ne sont plus là. Mais là, quand on regarde les finances, c'est que pour chacune des années, et ce qu'on prévoit justement aussi même pour les prochaines années, il y a encore des déficits. Fait qu'il faut donc, si on veut revenir à un retour, on doit faire des efforts. C'est pour ça qu'il y a 14,5 milliards d'efforts qui doivent être faits en 2029-30. Vas-y. Les augmentations de nos secteurs publics qui ont causé un déficit structurel. C'est ça, on n'a pas quantifié c'est quoi la part, mais ce qu'on regarde au bout de la ligne, c'est qu'au final, quand on regarde les finances, que ce soit, là, oui, la période de pandémie a perturbé de façon importante, que ce soit les dépenses, l'économie, tout, mais par après, ce qu'on constate, c'est que justement, les dépenses sont supérieures aux revenus, puis c'est ça qui était prévu. Donc, il faut faire des efforts pour revenir à un retour. Supérieure en raison des augmentations qu'on a accordées au secteur public. Ça, on n'a pas quantifié si c'est à la faute de l'augmentation des salaires, si c'est à la faute. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que les revenus sont inférieurs aux dépenses. Fait que donc, il faut faire un effort pour faire un retour.
Précision sur les CRDS puis l'accès aux médecins spécialistes. Vous savez que le gouvernement tient son tableau de bord, là. Vous avez sûrement regardé ça. On le voit, là, par exemple, pour les nombres de patients en attente d'une consultation. Est-ce qu'on comprend donc que ce qui est là, c'est 20 de la situation actuelle? Exact. C'est ça qu'on, dans le constat 1, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le ministère, lui, dans ses indicateurs que vous dites là, sur autant là, sur ceux qui sont réalisés que ceux qui sont en attente, c'est sur 20 %. Et là, pour nous, on revient là, à un constat qu'on dit, bien, ça y prend le portrait global pour savoir la situation. Il ne sait pas dans les cabinets qu'est-ce qui se passe. Il ne sait rien dans un cabinet qu'est-ce qui se passe, à savoir les listes d'attente, qu'est-ce qui se passe, les réalisations, puis qu'est-ce qui se passe dans les établissements. Il y a peu d'informations. Quand on voit le patient en attente, 900 000. Ça, c'est le 20 Je dirais pas complet. C'est pas complet. L'avez-vous estimé, donc? Ça serait quoi? Est-ce qu'on peut faire une règle de 3 ou ça? Non, là, on ne peut pas là, faire une règle de 3, là, parce que de plus, on était, nous, oui, dans 2 établissements, puis oui, on a constaté, si on est capable de dire, on a confirmé que dans les établissements qu'on a été, il y a des enjeux aussi au niveau de l'accessibilité, là, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est-tu plus vite passer par l'urgence que passer par le CRDS? Bien, ça dépend. Dans une entité qu'on a été, bien oui, mais dans l'autre, non. Tout ça pour vous dire que oui, c'est vrai que c'est incomplet, mais on ne peut pas faire de règle de 3 parce que justement, là, on n'a pas été, nous, on était dans 2 entités. Mais est-ce qu'il y en a plus que le 960 000 que vous m'avez mentionné? C'est sûr qu'il y en a plus parce qu'on y a été dans 2, puis on a vu des gens qui sont en attente, que ce soit dans les catégories B, C, D et E. Et c'est sûr qu'il y en a plus. Mais à savoir, c'est combien? Pas en mesure, là, moi, de nous, on n'est pas en mesure de vous extrapoler exactement le chiffre. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres précisions? Oui, j'ai une question d'un collègue à Gaspé sur les étudiants étrangers, en fait. Il demande, est-ce que le gouvernement agit avec improvisation sans trop de données dans la gestion des nouveaux étudiants étrangers? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que justement, là, il n'y avait pas tout fait les analyses, que ce soit au niveau des nouvelles mesures, ou encore, lorsque il a établi des quotas, bien, il n'avait pas tout analysé la situation, il n'avait pas pris compte de certains éléments. Parce que, prenons l'exemple pour les mesures qu'il a instaurées, lui, le ministère, ce qui suit surtout, c'est les certificats qu'il émet. Mais il y a une grande différence entre les certificats qu'il émet puis versus les étudiants qui s'inscrivent, parce que, justement, un étudiant, il s'inscrit, oui, au Québec, il va s'inscrire dans d'autres provinces, mais même d'autres pays, puis il va y avoir une grande différence. Mais en plus, bien, ça se peut que l'étudiant, même s'il a son certificat, qui ne décide que pour diverses raisons, qu'il ne viendra pas à l'école, là, pour diverses raisons. Il a décidé qu'il a son projet de venir à l'école et faire autre chose. Fait que donc, pour nous, c'est important, on le met dans des tableaux, là, de suivre le nombre d'inscrits, puis au même titre que de suivre qu'est-ce qui se passe avec lui, l'étudiant, combien il y en a qui s'inscrivent, combien il y en a qui s'inscrivent dans son programme, combien il y en a qui restent au Canada, combien il y en restent au Québec, puis combien il en reste aussi dans sa région d'études, parce qu'un bon nombre, mettons, qui étudie à Rimouski, il reste à Rimouski, puis là, bon, ce qu'on a constaté, puis nous autres, on n'a pas juste fait de dire, bien, il ne suit pas, on l'a fait, là, puis on a constaté qu'il y en a un bon nombre qui se retrouvent dans la grande région de Montréal. À ce moment-là, si on n'a pas toutes les données, le gouvernement, à votre avis, se base sur quoi? C'est des choix politiques, finalement? Bien, moi, ce que je mentionne, c'est que l'information sur laquelle il se base est incomplète, là. Il se base sur des certificats d'acceptation, alors que ça, il y a une grande différence versus ce qui est inscrit. Il devrait regarder voir qui s'inscrit. Puis dans sa grande réflexion, il devrait regarder aussi combien il y en a qui restent au Québec, combien il y en a qui restent dans les régions. Fait que moi, pour moi, l'information est incomplète. Là, je ne veux pas répéter un peu ce que j'ai dit, mais le portrait que je mentionne qui est important d'avoir dans les finances, les portraits qui est important, il est important aussi de l'avoir pour les étudiants, puis il est important pour les spécialistes. Puis là, bien, il n'a pas le portrait de la situation globale. Bien, c'est ça, mais finalement, pour tous vos volets, c'est ce qui lie tout ça, c'est que dans tous vos volets, tout est incomplet, finalement. Bien, il y a une certaine trame commune, effectivement, que l'information est incomplète, qui, pour nous, il serait important d'avoir une information complète pour prendre les meilleures décisions possibles. Il n'y a pas de questions en anglais, je pense? Merci. Non? Parfait. C'est Une précision, parce que je
regardais la page, c'est peut-être moi qui n'avais pas compris, sur les cartes les cartes de crédit, les intérêts, ça veut dire qu'au total, 11 ministères se sont partagés 52 000 en frais d'intérêt. Comme on écrit 9 ministères, 32 000, puis il y a les 20 000 supplémentaires avec les deux autres. C'est ça. Le calcul est le bon? Oui, oui. OK. Juste pour aussi, on a regardé, nous, 5 entités, mais les 5 entités représentaient 25 environ, je rendu peut-être un petit peu à 1 ou 2 près, mais 25 des cartes et 25 des achats. Fait que OK. c'était quand même, oui, juste 5 entités, mais quand même, en termes de monétaire, il était important. C'est bien ça? Est-ce que ça représentait aussi le quart des cartes de crédit ou... Oui, oui, oui. OK. Excusez si je ne l'ai pas précisé. C'est 25 des cartes et 25 des achats. OK. Merci. Parfait. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup.